En 2018, les Américains n'ont pas connu plus de 4 jours sans fusillade de masse. Ces fusillades qu'on définit comme faisant au moins 4 blessés ou tués par balle. Les Américains sont-ils prêts pour le changement? La NRA va-t-elle rester cette organisation omnipuissante? Nous allons évoquer ces questions tout de suite avec mes invités. Mélissa Bell, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondante à Paris pour la chaîne de télévision américaine CNN. Donc c'était il y a quasiment un an, un jour pour jour, cette fusillade qui faisait 17 morts dans le lycée de Parkland en Floride. Une fusillade qui a marqué un tournant dans la prise de conscience du peuple américain, qui a entraîné une mobilisation sans précédent des jeunes contre la législation sur les armes. Aujourd'hui, où en est cette action de ce qu'on appelle cette génération Parkland? Je pense que c'est ça qui a été nouveau. Les tueries sont tristement devenues trop familières, trop fréquentes aux États-Unis. On s'y est presque fait à cette actualité-là. Là, c'était cette prise de conscience de cette génération-là, de ces jeunes qui voulaient se faire entendre et qui ont, je pense, réussi à le faire. La question, c'est comment ça va se traduire ensuite de façon législative ou judiciaire. Et ça, la question reste ouverte. Mais ça laisse au moins entrevoir la possibilité qu'il puisse y avoir, sur ces questions-là, un changement générationnel. C'est possible, mais ça sera sur le long terme. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était essentiellement ou les familles ou les politiques. Mais on n'avait pas vu ces jeunes comme ça se mobiliser avec aussi, cette aussi détermination à s'inscrire dans la durée, finalement. Paul Rehn, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Les Républicains en France, le parti conservateur américain. C'est ça. Cette tragédie a été un électrochoc pour l'ensemble des Américains? Oui, c'était un choc. Tous les tireurs de masse sont en choc. C'est horrible pour les victimes, pour les familles des victimes. Et on doit trouver des solutions pour arrêter tout ça. Je crois que les deux côtés, les gens pour plus de contrôle d'armes ou les gens qui sont plus pour le droit de porter d'armes. Vous dites que ce tueur n'aurait jamais dû être armé. Exactement, exactement. On a des solutions. Tout le monde voudrait trouver les solutions. C'est juste quelle solution? Par exemple, l'amélioration de la vérification, le background checks. Et pourquoi il n'aurait pas dû être armé, cet homme? Il y avait les caisseurs judiciaires, police, et des incidents de maladie mentale. Il était visité 45 fois par les polices pour les violences domestiques contre sa mère et son frère. Tout ça n'était pas mis dans son base de données. Donc, il a passé la vérification. Il n'aurait dû jamais avoir la possibilité d'acheter une arme. Vous voulez dire que si déjà on appliquait ce qui existe, il y aurait moins de ces tueries-là? S'il avait effectivement été inscrit, vérifié, on n'aurait pas eu cette tuerie? Oui, c'est une des solutions. Il y a plusieurs solutions. Une solution, c'est d'améliorer la vérification. Une autre, c'est d'améliorer la sécurité dans les écoles. En fait, depuis 2012, il y avait 5 tireurs de masse où les gens avaient des problèmes, mais il a réussi d'acheter une arme. 5 qu'on pourrait éviter. Allez-y. Juste sur cette question de changement à la législation, on a vu d'ailleurs la Floride, depuis cette tuerie, introduire une nouvelle, c'est des restrictions par rapport à l'âge, plus à 18 ans mais 21 ans. Ce type de tuerie, parce qu'elle marque les esprits, parce que c'était des jeunes, parce que les jeunes après se sont fait entendre, même un État qui est très en faveur finalement des armes, comme la Floride, a bougé ses lignes suite à ça pour rendre l'accès aux armes de ce type de tueur plus difficile. D'accord. Donc ça a été entendu. Ouais. Marie-Cécile Nav, bonsoir. Bonsoir. Sociologue, politologue, chercheuse à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Après cette tuerie, 66% des Américains se déclaraient favorables à des lois plus strictes sur les armes, 31% s'y opposaient. Ça montre un tournant? Oui, l'opinion publique est beaucoup plus polarisée qu'il y a 10, 15 ou 20 ans sur ce sujet, en particulier parce qu'il y a eu plusieurs attaques, plusieurs tueries de masse dans des écoles, Sandy Hook en 2012, Parkland l'année dernière, comme vous l'avez dit. Et puis ce sont aussi de nouvelles générations qui... la génération de Parkland, c'est celle qui arrive après Columbine. La tuerie de Columbine de 1999, on l'appelle la Mass Shooting Generation. Aux États-Unis, elle a toujours grandi avec des exercices dans ces établissements scolaires pour parer à l'éventualité d'un incident, d'un attentat, peut-être qu'on peut le qualifier ainsi parfois, de ce type. Et puis elle est peu sensible à ce que ses aînés prônent, c'est-à-dire les prières, les marches silencieuses. Elle veut être beaucoup plus militante, beaucoup plus active, et elle va s'inspirer sans doute
du militantisme traditionnel de la NRA et qui est très forte sur le terrain pour interpeller les élus, pour finalement faire un activisme que l'on connaît outre-Atlantique. Paul Rins, le Parti républicain est un défenseur du deuxième amendement et de l'action de la NRA. Est-ce que cette mobilisation de la jeunesse là, qu'on voit là depuis un an, c'est quelque chose qui peut faire bouger, trembler la NRA ou pas, à votre avis? Les jeunes dans la rue, c'est bien qu'ils sont actifs, qu'ils demandent un changement. Mais un changement de quoi exactement? Le challenge est de créer les lois pour éviter les crimes, éviter les criminels à acheter une arme, ou les gens avec les problèmes mentaux, maladies, à acheter une arme. À la même temps, de ne pas avoir les lois trop sévères, trop difficiles, de prévenir les gens, les citoyens, pour acheter une arme pour se défendre, pour protéger la famille. Donc ça, c'est le challenge. Didier Combeau, bonsoir. Bonsoir. Politologue spécialiste des États-Unis, chercheur associé à l'Institut des Amériques et l'auteur de ce livre « Des Américains et des armes à feu, démocratie et violence aux États-Unis ». C'est chez Belin. On a un petit peu de mal à comprendre de l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas chez nous, l'attachement viscéral justement des Américains aux armes, malgré, on l'a dit, le nombre de victimes qu'elles provoquent. C'est dans l'ADN des Américains ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui se rattache au mythe fondateur de l'Amérique. Et les Américains veulent des armes pour trois raisons, si l'on veut. La moins importante, c'est la distraction, c'est le tir sportif, c'est la chasse, etc. Et les deux plus importantes sont l'autodéfense et la possibilité de prendre les armes contre un gouvernement qui serait devenu tyrannique. Et ce droit aux armes pour l'autodéfense, il a été validé par la Cour suprême en 2008, qui a confirmé qu'effectivement le deuxième amendement à la Constitution ouvrait bien le droit aux armes pour l'autodéfense. Et c'est très important que la Cour suprême ait précisé pour l'autodéfense, parce que cela permet de rendre pratiquement impossible la réglementation des armes de poing, c'est-à-dire des pistolets et des revolvers, qui sont les armes les plus dangereuses. Et puis, ce droit de prendre les armes contre un gouvernement qui deviendrait tyrannique, ça peut paraître assez curieux vu de ce côté de l'Atlantique, mais ce sont des choses qui arrivent. On l'a vu d'ailleurs assez récemment avec des fermiers en Oregon qui se sont retranchés les armes à la main parce que le gouvernement fédéral voulait installer une réserve naturelle sur leurs terres. Donc c'est quelque chose qui fait partie des poids et des contrepoids du système politique. Et même américain. L'autodéfense, pourquoi les Américains, plus que les Français ou les Espagnols, veulent s'armer pour protéger leur famille? C'est quelque chose d'étonnant. Parce que pour beaucoup d'Américains, alors il y a le poids de l'histoire, bien sûr, il y a la frontière, il y a la conquête de l'Ouest, etc. Mais pour beaucoup d'Américains, ce droit à l'autodéfense, c'est une sorte d'engagement citoyen. C'est-à-dire que ça n'est pas un engagement égoïste comme on peut l'imaginer, comme on pourrait l'imaginer en France. C'est une manière également de défendre la communauté contre la criminalité et la délinquance. Et on voit d'ailleurs dans beaucoup d'endroits aux États-Unis des systèmes de voisins vigilants, des gens qui patrouillent les rues. Alors normalement, ils ne sont pas armés, quelquefois aussi ils le sont, mais en tout cas, ils participent. Ils sont les yeux de la police et ils participent à la défense de leur quartier de cette manière-là. Donc c'est quelque chose qui est important pour beaucoup d'Américains. Oui, Mélissa Bell, cet argument effectivement des Américains qui disent qu'ils veulent défendre leur famille, un sentiment d'être toujours potentiellement menacés ou en danger de mort, ça se nourrit de quoi ? Comme le disiez, Didier, vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est aussi cette profonde méfiance par rapport à l'État fédéral qui est très profondément ancré dans l'esprit américain. Donc oui, effectivement, pouvoir se protéger contre le danger. Donc le film qu'on a vu le souligne très bien. Ce sentiment qu'ont beaucoup de gens aux États-Unis que c'est de la sécurité que leur apportent les armes. Bien au contraire de ce qu'on imagine de ce côté-ci de l'Atlantique, quand on regarde certaines images qui peuvent étonner les Européens, quand on voit les Américains manier leurs armes. Mais profondément, ce sentiment très profondément ancré d'être méfiant, de devoir se protéger, de pouvoir s'armer contre une armée régulière qui serait devenue trop puissante, contre un État fédéral qui aurait voulu s'imposer, contre finalement un pouvoir beaucoup plus localisé, beaucoup plus proche du citoyen. C'est partout aux États-Unis ou c'est vraiment on a vu jusque dans les années 70, et ça continue bien sûr aujourd'hui, cette profonde différence entre les centres urbains à l'est des États-Unis, bien entendu, et le sud-ouest des États-Unis, ces terres un peu frontières qui gardent un attachement, vous le disiez, viscéral par rapport au port de l'arme.
Didier Combou, est-ce qu'il y a eu des études faites pour justement comparer l'impact du nombre d'armes en circulation et le taux de criminalité ou pas ? Oui, il y a eu beaucoup d'études, mais dans tous ces domaines, il est toujours difficile de prouver quelque chose parce que on n'arrive jamais à faire des études toutes choses égales par ailleurs. Et donc, vous allez trouver des études qui montrent que plus il y a d'armes en circulation et plus il y a d'homicides. Et puis, vous allez aussi trouver des études qui montrent que les armes sont aussi utilisées de manière défensive, mais simplement brandies quelquefois. Et donc, il y a des scientifiques qui essaient de prouver, en tout cas, que le nombre d'armes, au contraire, augmente la sécurité. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on est dans une situation de prolifération. Et donc, les choses ne se présentent pas de la même manière que, par exemple, en Europe, où il y a beaucoup moins d'armes en circulation. On va revoir un extrait du documentaire assez étonnant quand même, qui se passe dans une famille texane près de la ville d'Austin. Un échange entre la jeune Kate et son père, et puis on réagit après. Regardez. Là, c'est moi en train de tirer. C'est la première fois que tu tirais, non? Tu avais 4 ans. Oui. La première fois que j'ai tiré, j'ai touché la cible. Kate a 6 ans aujourd'hui. Elle possède déjà son propre fusil à lunettes de visée. Son père en a fait une vraie petite sniper, star des magazines spécialisés sur les armes. La photo de couverture, c'est Kate avec son fusil calibre 22. C'est celui qu'elle utilise le plus. Elle a commencé à tirer avec. Il est facile à utiliser pour elle parce qu'il est petit et léger. Et il lui va bien. J'aime bien tirer avec. C'est rigolo de tirer. Et en plus, il est rose. Là, c'est Kate avec son stand de munitions. Comme un stand de limonade, sauf que là, elle vend des munitions. Ici, avec son fusil à lunettes. Kate s'entraîne aux arts martiaux et à la danse, toutes les choses qui peuvent l'aider à acquérir la force nécessaire pour utiliser des armes plus lourdes. Marie-Cécile Nab, j'aurais une réaction. Une petite fille à qui on fait faire des arts martiaux et de la danse parce qu'elle pourra porter des armes plus lourdes. On est dans la caricature ou... On est un petit peu dans la caricature. Là, on est dans une famille extrêmement militante. Il faut savoir qu'il y a presque une arme pour un Américain aux États-Unis, mais il y a 3% des Américains qui en possèdent la moitié. Donc, et donc ils sont armés, toute la famille a une arme. Voilà, et on le voit dans le documentaire où ceux qui sont filmés ont 5, 6, 7, parfois 15 armes. Et offrir des armes aux enfants, ça se fait aux États-Unis? Oui, ça se fait avec un marketing tout à fait élaboré, genré par ailleurs. Et donc ça permet d'en vendre à la fois une rose pour la petite fille et un bleu pour le petit garçon éventuellement. Une inventivité marketing qui ne nous échappe pas. Mais là, c'est vrai que là, on est dans une famille sans doute militante, mais très attachée à cette liberté individuelle, méfiance des régulations de l'État fédéral. Et l'idée aussi qu'il faut replacer dans le contexte actuel, ou depuis quelques années en tout cas, d'une méfiance par rapport à un ennemi intérieur ou par rapport à un ennemi extérieur. On le voit aussi dans le documentaire, le monde est devenu dangereux. Il y a une espèce de mythification comme ça d'un ennemi qui viendrait menacer peut-être l'identité de cette Amérique qui est plutôt blanche, qui est plutôt patriarcale et qui finalement s'attache à des valeurs ancestrales, comme si ça l'a ramené à une identité américaine un peu mythifiée. Paul Rhin, vous comprenez qu'on puisse être choqué par ce qu'on voit, ce qu'on apprend à cette petite fille? Oui, bien sûr, c'est les images surprenantes à voir. Mais le point important, c'est que on a parlé de les quantités des armes aux États-Unis. Oui, il y a beaucoup d'armes. Le vente des armes a fait une croissance énorme depuis Obama, les années du président Obama, parce que les gens avaient peur qu'il va confisquer les armes. Mais le taux de meurtre aux États-Unis a descendu. Le taux de meurtre, on parle toujours de le taux de meurtre par 100 000 personnes. Dans les années 90, c'était 15 meurtres par 100 000. Maintenant, aujourd'hui, c'est 12. Mais le point important est que dans ce taux de 12, la minorité, c'est les homicides. La majorité, c'est les suicides. On a un problème de dépression
aux États-Unis. On a un problème de maladie mentale, on a un problème de suicide. Oui, on doit discuter ce problème. Et le problème, c'est aussi le marché de l'occasion, parce que autant il y a un certain nombre de contrôles qui sont obligatoires, mais ça dépend des États quand même. La Floride, le Texas sont extrêmement libéraux en ce domaine, alors que la Californie, par exemple, est beaucoup plus restrictive. Mais le problème, c'est le marché de l'occasion dans les brocantes, ce qu'on achète sur Internet. Et ça, il n'y a pas de traçabilité, c'est pas contrôlable. Mélissa Bell, l'utilisation de l'image de cette petite fille, c'est le fruit du travail quand même de la NRA, le lobby pro-armes. Est-ce que la communication, c'est vraiment une machine de guerre pour cette organisation ? Oui, et pareil, dans votre film, vous le soulignez très bien, la force historiquement qu'a eu the NRA aux États-Unis, à tel point, souvenez-vous, vous parliez tout à l'heure de Sandy Hook, souvenez-vous des larmes de rage, de frustration de Barack Obama après cette tuerie, de n'avoir pas pu faire bouger les choses. C'est-à-dire que pour ceux qui voudraient plus de contrôle sur les armes aux États-Unis, il y avait presque une impossibilité totale d'agir, de légiférer, même sur des régulations qui semblaient plutôt aller dans le sens d'un consensus qui pouvait convenir à tout le monde. On sent, du côté de la NRA, peut-être un nouveau soupçon de faiblesse, des petits problèmes financiers qui commencent à apparaître, et on sent surtout d'un point de vue politique, il me semble, de l'autre côté, on a toujours dit que c'était d'abord une question de quantité. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de membres, ils ont beaucoup de soutien, mais c'est l'intensité de ce soutien qui était cruciale et qui était très difficile pour l'autre côté, qui voulait plus de contrôle à contrer. Et ce qu'on semble voir maintenant, c'est peut-être plus de personnes qui sont de l'autre côté du débat, qui sont prêts à aller voter sur cette seule question de contrôle des armes. Une intensification de l'autre côté du débat de certains électeurs. Et on se pose cette question, la NRA garde-t-elle cette force historique qui en a fait une force finalement contre laquelle personne ne pouvait rien? Mais on parlait de finances, dit Combo. On sait que depuis des années, la NRA déverse des millions de dollars lors des campagnes électorales pour avoir la victoire de ses candidats, qui du coup au Congrès vont torpiller toute tentative de régulation. Est-ce que sa puissance financière, c'est vraiment le point fort ou pas de la NRA ? C'est un des points forts, mais à mon avis, ça n'est pas l'essentiel. On parle souvent également de l'industrie des armes et du lobby de l'industrie des armes. L'industrie des armes, c'est peu de choses par rapport à l'industrie du tabac et c'est peu de choses par rapport à l'industrie automobile. Et pourtant, quand vous achetez une voiture aux États-Unis, vous devez l'enregistrer, vous devez avoir un permis pour la conduire. Les voitures sont beaucoup plus réglementées que les armes à feu. Donc, cette puissance financière, ça n'est pas... Il y a un autre contre-exemple, d'ailleurs, dans votre reportage, vous parlez de John Morse, ce président du Sénat du Colorado qui a été destitué. Le lobby des armes a dépensé beaucoup moins d'argent lors de cette campagne, à peu près 10 fois moins que les partisans du contrôle des armes. Et pourtant, il a été destitué malgré tout. Donc c'est pas un signe de perte de puissance, même si la finance baisse un peu? Même si la finance baisse un peu, la NRA demeure malgré tout une organisation extrêmement puissante. Pourquoi? Parce qu'elle note les responsables politiques et surtout, beaucoup d'amateurs d'armes vont se déterminer sur ce seul sujet. Et c'est un petit pourcentage de l'électorat, mais ce petit pourcentage se déplace, va voter. Alors que les taux d'abstention dans les élections américaines sont extrêmement élevés, en particulier lors des élections locales, alors que les partisans de la réglementation demeurent malgré tout des organisations de victimes. Et les victimes et les très proches des victimes vont peut-être se déterminer sur ce seul sujet. C'est beaucoup moins vrai pour les autres électeurs qui penchent à gauche. Oui. Je pense que quand même la question du financement non seulement des campagnes électorales, mais de la politique de manière routinière, c'est-à-dire pas seulement en période de campagne, c'est un vrai problème parce qu'aux États-Unis, il n'y a quasiment aucun plafond qui contraint les donateurs privés quand ils veulent donner de l'argent à des candidats. Donc il y a quand même un problème de régulation à ce niveau-là, que ce soit pour le lobby NRA ou d'autres que vous avez cités, le lobby du sucre aussi, tous les lobbies de l'agroalimentaire. Mais si on avait un encadrement quand même plus strict du financement privé des campagnes électorales, la NRA aurait un poids beaucoup moins important. Donc c'est discuté cette régulation ou pas du tout? Non, c'est très peu discuté. Il y a une décision de la Cour suprême de 2010 qui a ouvert les vannes et il est très difficile de revenir dessus, surtout avec la composition actuelle de la Cour suprême ultra-conservatrice. Alors, le NRA a fait l'objet d'une enquête sur les soupçons d'espionnage russe pendant la campagne présidentielle. Ça peut la mettre en danger ou pas, ça?
En tout cas, on va entendre beaucoup plus, je pense, une fois qu'on aura les conclusions du procureur Mueller. On sait maintenant que son enquête porte sur les liens entre la NRA, les lobbyistes russes et la campagne de Trump. Et la question de ces liens, on le sait maintenant, préoccupe le procureur Mueller. Mais il faudra attendre plus longtemps pour savoir précisément quels ont été ces liens et quelle est leur nature. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette mission, certains membres du NRA qui sont allés à Moscou, qui ont été reçus, après tout dans le cadre d'une entente entre groupes qui soutiennent le port d'armes. Je ne sais pas si ça inquiète particulièrement la NRA. On sait de toute façon Donald Trump était son candidat. On sait que lui s'est rallié très ouvertement au NRA. 30 millions de dollars ont été dépensés par le NRA pour sa campagne. Donc, on savait de toute façon que c'était un président qu'on entrait dans une période avec le Congrès jusqu'aux élections de mi-mandat qui était contrôlé entièrement par les républicains, où on pouvait s'attendre à un début de législation en faveur de moins de régulation à ce niveau-là. Ça ne s'est pas fait, ce qui est assez intéressant, parce que, entre autres, on a eu ces énormes tueries qui ont empêché le Congrès d'agir. Mais le fait que cette enquête soit là, est-ce que, à votre avis, ça change le regard des adhérents quand même sur la NRA ou pas? Je ne pense pas que pour les partisans de la NRA, ce soit particulièrement inquiétant. Non? Vous n'avez pas l'impression que ça puisse changer le regard des adhérents? Non, non. La NRA, ce n'est pas juste une entreprise qui finance les candidats. La NRA, il y a 5 millions de membres de la NRA. C'est les Américains qui croient en le droit de porter d'armes. Et c'est une lobby comme les autres. Oui, mais ce n'est pas tout à fait un lobby comme un autre. Ça apparaît comme un des plus puissants lobbies du monde, quand même. Non, non, il y a des lobbies sur le côté démocrate qui donnaient beaucoup plus d'argent que la NRA donne. Oui, je ne parle pas que de l'argent, je parle de la puissance. C'est puissant, oui. Ça dépend si on défend une cause d'intérêt général ou là un intérêt mercantile. C'est tout à fait différent d'un lobby oui, c'est un lobby citoyen, important. par exemple. Mais encore, tous les changements qu'on parle, le point important est quel changement. On a parlé de Sandy Hook. C'était un enfant malade qui a pris les armes de sa mère, est allé dans une école de primaire. Pourquoi on n'a pas mis plus de sécurité dans toutes les écoles primaires, par exemple? Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'armer les professeurs? Non. Non, les gardes de sécurité armés dans les écoles. Ils étaient armés à Parkland, il y en avait à Parkland. Pardon? À Parkland, il y avait des gardes armés. Vous avez raison. Mais ce n'est pas la seule solution. Il y avait un garde qui était armé, qui était tué. Donc, il y a plein de choses à discuter. Comment améliorer la sécurité pour nos enfants dans les centres commerciaux, dans les écoles, dans les endroits religieux. Et on ne discute pas assez. Oui. Il y a eu plusieurs remarques de Trump qu'on voit dans votre reportage, mais qu'on a eu aussi, notamment après la tuerie de Las Vegas et même de Parkland, où il dit « ce sont des fous ». Ce sont des déséquilibrés et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un problème vis-à-vis de sinon de la maladie mentale, en tout cas d'une faible prise en charge des troubles psychologiques aux États-Unis. Donc effectivement, c'est le cas du tueur de Sandy Hook, c'est le cas aussi à Parkland où il était visiblement, il était suivi. Pas assez recensé, enregistré. C'est ni assez recensé, mais ni surtout pris en charge. Et ce qu'on dit peut-être pas assez aussi dans ces débats sur les armes, c'est que ce sont dans la quasi-totalité des cas, des hommes qui commettent ce type de tuerie de masse, qui a aussi quelque chose à réfléchir sur prendre en compte la question de la violence toxique, masculiniste, dans les politiques publiques. Tout ça, c'est des enjeux complexes, mais qu'on ne peut pas complètement évacuer non plus. Alors, les démocrates américains ont présenté il y a quelques semaines une loi pour renforcer le contrôle des antécédents, donc des acheteurs d'armes à feu dans les ventes privées. C'est ce qu'on a évoqué effectivement et dans les salons. Et puis lors des ventes entre particuliers, c'est quand même un signe vers le changement, ça. Que les démocrates le proposent, oui, mais on parlait du fait que sous un congrès pendant 2 ans qui était entièrement contrôlé par les républicains avec Donald Trump au pouvoir, d'un point de vue législatif, les lignes n'avaient pas bougé, comme on aurait pu imaginer qu'elles bougeraient au moment de cette élection en 2016. Se pose alors la question, maintenant que les démocrates ont le contrôle de la Chambre, chacun va chercher à amener soit des contrôles et des régulations, soit faire bouger les lignes dans l'autre sens. Mais sans pouvoir avancer sans l'autre chambre.
Plus important peut-être maintenant, et vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est la question de la Cour suprême. Pour la première fois depuis 2010, elle va se pencher sur un cas par rapport à l'État du New York et cette question du port d'armes dans les rues de New York, c'est-à-dire à l'extérieur de la maison. Et c'est la première fois qu'elle se penche dessus. Et c'est là, finalement, on parlait de ce changement qui sera générationnel s'il se fait, en partie, puisque c'est là où les lignes pourront un jour bouger ou pas. Et pour l'instant, on est plutôt parti pour aller contre des mesures qui limiteraient le port d'armes plutôt qu'en faveur. D'accord. Mais on peut quand même se demander si le président est un allié si fiable que ça, en tout cas à la NRA, parce qu'en décembre dernier, l'administration a adopté l'interdiction des bump stocks, dispositifs qui permettent de transformer des armes semi-automatiques en armes automatiques. Donc on sait que la NRA a investi des millions de dollars pour cette campagne présidentielle de Trump. On peut se demander quand même si c'est un allié aussi fiable, finalement. On peut surtout se demander quel est le pouvoir du président sur cette question, parce que il ne faut pas oublier que tout ce qui concerne la réglementation des armes à feu dépend essentiellement des États fédérés, des 50 États, et non pas de l'État fédéral. L'État fédéral, sa seule façon d'agir, c'est la clause commerciale de la Constitution qui l'autorise à réglementer le commerce entre les États. Et c'est pour ça que lors de la vente d'une arme neuve, l'État fédéral peut imposer qu'il y ait un contrôle des antécédents psychiatriques et judiciaire, parce que ça concerne le commerce inter-État. Et donc, le port d'armes, par exemple, l'État fédéral ne peut absolument pas réglementer le port d'armes. Et donc, ce que va dire Trump, c'est un affichage, mais ça ne veut pas dire que ça se traduira en actes, parce que la réglementation des armes n'appartient pas à l'État fédéral, d'une manière générale. On va regarder un nouvel extrait du documentaire qui illustre encore de façon édifiante la puissance de la NRA. On y réagit juste après. Tout le monde pense que la NRA est à la botte de l'industrie qui la finance. Mais ce n'est pas si simple. La NRA a la puissance nécessaire pour imposer ses choix aux industriels. En échange des donations de l'industrie, la NRA fait donc tout pour favoriser les ventes d'armes. Environ 3 millions par an dans le pays. Mais ce n'est pas tout. Grâce à son influence sur de nombreux élus du Congrès, elle parvient à faire voter des textes en faveur de ses donateurs. En 2005, par exemple, le Congrès adopte l'acte de protection relatif au commerce des armes. Une loi qui exonère de toute responsabilité les fabricants d'armes à feu lorsque leur produit est utilisé pour commettre un crime. La NRA déclare alors qu'il s'agit de la réforme la plus importante de ces 20 dernières années. En clair, Paul Reyne, cette loi, elle dit qu'une arme, c'est un produit comme une autre ? NRA, oui, ils fabriquent, ils organisent et soutiennent les fabricants d'armes. Mais, à mon avis, c'est plus important à créer les changements de loi pour pénaliser les sociétés qui ne partagent pas l'information critique dans la base de données fédérale. Par exemple, à Texas, en 2017, dans une église, il y avait un ex-militaire qui a tué les gens dans une église. Et le militaire savait qu'il y avait des problèmes de violence conjugale. Ça n'était jamais partagé. Et donc, il faut qu'il y ait des pénalités pour ne pas partager l'information, pour éviter de vendre une arme à quelqu'un avec des problèmes. Oui, mais on dit bien en fait que dans cette loi que cette arme, c'est un produit comme un autre et que la responsabilité, c'est celui qui tire. Oui. En clair, c'est quand même ça qui est dit. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui, moi je suis d'accord. Oui. Mais ces contrôles des antécédents sont extrêmement difficiles à mener, puisque lorsqu'une vente d'armes neuves prend place, il faut que l'armurier se renseigne auprès du FBI qui tient la base de données à jour. Mais le FBI ne peut tenir ces bases de données à jour que par les remontées des États. Et donc, certains États ne peuvent pas remonter les données psychiatriques pour des questions de protection de la vie privée, d'une part. D'autre part, lorsqu'on parle de problèmes d'antécédents psychiatriques, on ne parle pas de quelqu'un qui est un peu déprimé ou même de quelqu'un qui a fait preuve de violence conjugale. Il faut encore que la personne ait été condamnée pour ça. Et il faut que pour les antécédents psychiatriques, elle ait été hospitalisée d'office par une décision de justice. Donc
ça n'élimine quand même que les cas avérés et... Oui, parmi les auteurs de tuerie, il y a eu des dépressifs, des schizophrènes ou qui n'étaient pas des... Tout à fait, mais qui n'étaient pas détectés et qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques pour autant. Ça va être compliqué de tous les contrôler, de tous les recenser. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer tout de suite. Mais c'est quelque chose à commencer d'avoir cette discussion, commence de changer la loi. Et en plus, juste un point, j'ai voulu noter que rapidement, le tueur de l'église en Texas, il était arrêté par qui? La police? Non, la police n'a pas arrivé rapidement. Il était arrêté par un voisin avec une arme qui a tué et arrêté. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont armés, qui arrêtent les criminels et les tireurs. Mais on ne parle pas beaucoup d'eux. Oui, à partir du moment où vous avez un discours quand même chez les défenseurs du libre port d'armes et le président des États-Unis, le premier, qui évacue la question des troubles mentaux, des troubles psychiatriques, de la dépression, comme si c'était une fatalité, comme s'il n'y avait pas de cause structurelle à ça, ça veut dire qu'il y a quand même une sous-estimation de ce sujet qui est, je le disais tout à l'heure, c'est un vrai sujet de politique publique, de politique de santé. Et à partir du moment où c'est pas suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics, eh bien laisser en circulation des armes, ne pas avoir de traçabilité des armes depuis qu'elles sont fabriquées jusqu'à ce qu'elles soient vendues, revendues, revendues, c'est quand même une responsabilité dans une démocratie qui pose question. On se souvient évidemment des procès avec des montants faramineux contre les cigarettiers aux États-Unis de la part des familles pour les morts provoquées par le tabac. Et quand on est tué par une arme à feu, ce n'est pas le même problème. Mais justement, une des choses qui est intéressante, on parlait de changements qu'on devine dans la société américaine sur cette question-là, de changements par rapport à la motivation d'un camp par rapport à l'autre, etc. Une chose qui est nouvelle quand même ces derniers mois, c'est le corps médical qui élève sa voix contre ces tueries en série et qui réclament finalement, qui disent mais nous aussi en fait on est spécialistes des conséquences de ce port d'armes trop important aux États-Unis et on voudrait se faire entendre. Et cette espèce de clash qu'il y a eu entre la NRA et le corps médical, ça c'est relativement nouveau et leur argument justement c'était parti du fait qu'ils disent mais finalement c'est un problème de santé publique et changeons la façon dont on le regarde. Ça n'est plus une question entre les partisans de moins de régulation sur le port d'armes et quelques-uns de l'autre côté qui voudraient qu'on en ait plus. C'est beaucoup plus important que ça. C'est ça que disaient finalement les médecins et il faudrait élargir cette discussion à d'autres intérêts, notamment les leurs. Je pense que ça, c'est quelque chose de nouveau et assez intéressant dans le débat qui a lieu aux États-Unis en ce moment. Et le financement des campagnes électorales quand même, j'y reviens. Avec un contrôle. Avec une régulation plus importante du financement privé dans les campagnes. Vous prédisez encore de beaux jours pour la NRA? Vous pensez que les choses vont vraiment bouger lentement ou pas? Je pense qu'elles auront beaucoup de mal à bouger parce que les propositions de loi que l'on a à l'heure actuelle sur la table sont extrêmement modestes selon des critères européens. Il s'agit de mieux contrôler les antécédents. Il s'agit d'interdire les armes d'assaut, mais en même temps, la catégorie des armes d'assaut n'est pas très bien définie d'une part. Et puis d'autre part, 80% des homicides ne sont pas commis avec des armes d'assaut, ils sont commis avec des armes de poing. Et donc, ce qui est véritablement dangereux, ce sont les pistolets et les revolvers, en termes statistiques, par rapport aux armes d'assaut. On parle beaucoup des fusillades de masse, mais les fusillades de masse, c'est très très peu, un tout petit pourcentage des victimes, de l'ordre de 3%. L'essentiel des morts par arme à feu, ce sont des querelles qui tournent mal dans différents quartiers. Les quartiers afro-américains sont beaucoup plus touchés que les quartiers blancs ou hispaniques. Et donc, les propositions qui sont sur la table ont peu de chances d'aboutir, d'une part, et puis d'autre part, même si elles aboutissaient, elles seraient loin de résoudre le problème. Mais oui, c'est étonnant parce qu'on a l'impression justement que ces propositions sont moins importantes qu'avant. Qu'avant, on demandait plus. C'est assez curieux, ça. Tout à fait. Lorsque les premiers groupes de pression pour la réglementation des armes à feu se sont créés dans les années 70, l'un des premiers s'appelait la National Coalition to Ban Handguns. Il s'agissait d'interdire les armes de poing. Et puis après, on est passé à un groupe qui s'appelait Handgun Control. Donc il ne s'agissait plus que de contrôler les armes et non plus de les interdire. Et puis dans les années 2000, après la fusillade de Columbine, on a vu apparaître des groupes qui mettent en avant la notion de sécurité.
Et lorsqu'on passe de l'interdiction des armes à la sécurité, on passe d'une focalisation sur les armes à une focalisation sur les comportements. Et finalement, c'est ce que dit la NRA depuis toujours. Le problème, ce ne sont pas les armes, ce sont les gens qui s'en servent. Et donc, la NRA, sur le demi-siècle écoulé, a marqué beaucoup de points. Et en revanche, les groupes en faveur de la réglementation ont, eux, dû faire des pas en arrière et ont adopté une stratégie de petits pas. Par réalisme politique et qui a beaucoup de mal à aboutir. À cause, justement, vous me parlez de cette décision de la Cour suprême de 2008 qui est primordiale, finalement. À partir du moment où la Cour suprême dit que le deuxième amendement couvre le port d'armes particulier, ceux qui sont pour des changements en faveur de réglementation vont faire très peu d'avancées, finalement. Leurs demandes vont forcément être modestes et ils ont tenté d'avancer où ils pouvaient. Fondamentalement, c'est ça qui rend la chose impossible. Et puis, il y a l'opinion publique. Si on demande aux Américains est-ce qu'il faut réglementer les armes à feu, très majoritairement, ils répondent par l'affirmative. Mais lorsqu'on leur demande est-ce qu'il faut interdire les armes de poing en particulier, c'est environ 30% des Américains qui répondent par l'affirmative. Un petit peu plus pour les armes d'assaut. Il faut croire en la jeunesse quand même ? On verra, mais c'est vrai que ça sera long, d'autant qu'on parle, encore une fois, de décision judiciaire ou de poids judiciaire qui n'est pas en faveur, pour l'instant, de ceux qui voudraient voir un retour sur cette décision de 2008. C'est pas pour demain. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre d'être venus. Vos livres, pour en savoir plus, Marie-Cécile Nave, Géopolitique des États-Unis, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, c'est chez Erol. Voilà, je représente votre livre que j'ai présenté, Didier Combaud, Des Américains et des armes à feu, démocratie et violence aux États-Unis, chez Belin. Et votre petit dernier, Police américaine, c'est chez Gallimard. Voilà. Et puis, vous pourrez évidemment revoir ce débat et le documentaire USA, la loi des armes, sur le site France TV. Voilà, c'est la fin de cette soirée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission du Monde en face. Passez une très belle soirée sur France 5. Bonsoir.